D'un livre qui s'appelle Supratome. Vous aurez en description de la vidéo et de chaque vidéo, j'essaierai de mettre la table des matières. Il y a 100 chapitres, mais je ne pense pas avoir écrit les 100 chapitres. Je ne sais pas combien j'en ai écrit, mais en tout cas, voilà, il y en a quand même pas mal. Donc je vais faire la lecture, ça sera plus simple. Donc le 1, c'est l'introduction, état des lieux. La publication de Supratome se fera partiellement en fonction de la transcription numérique d'un script qui a été pris au kilomètre et au stylo bic par écriture automatique entre guillemets que j'ai demandé pour éclairage, chaque chapitre faisant exactement une page blanche recto verso en écriture manuscrite. Ça pourra éventuellement prendre du temps de vous rendre à la totalité des chapitres qui ont été pris en notes sous dictée, c'est-à-dire sans réflexion. Le supratome est la réalité qu'autrefois, dans l'ignorance de la matière et de ses mécanismes, nous avions appelée Dieu. Nous n'avons jamais pu rencontrer cette réalité parce que nous l'avions enfermée dans une boîte conceptuelle extérieure à nous-mêmes. Il est temps maintenant de jeter les concepts et toutes les boîtes avec pour embrasser le réel. L'être humain n'a plus besoin de directeur de conscience, religieux ou philosophique. Il est à présent capable de se retourner en lui-même tout seul, pour découvrir sa propre réalité intérieure et supratomique. Le supratome n'a d'autre réalité que d'être le même au-delà quantique dans tous les noyaux atomiques de l'univers matériel et de rejoindre même, si l'on peut dire, par intrication, tous les points de l'espace où les scientifiques s'étonnent de toujours trouver la même chose, le Big Bang. Il y aura finalement bien des rires à l'intérieur dans l'humus de la matière atomique, de quoi sortir les éprouvettes, les microscopes superpuissants et le vitriol alchimique. Car de l'union indécente de l'hydrogène et du carbone naquit enfin, à force de déguisement, la conscience réflexive du moi que nous appelons aujourd'hui l'ego. Nous lui tapons encore dessus ces derniers temps, oubliant que ce dernier sera jusqu'au bout notre outil le plus près des cieux supratomiques. Supratome, donc introduction, supratome, le dormeur se réveille. Introduction électrique à la conscience atomique. Ça y est, j'ai le temps, il n'a pas encore eu ma peau. Du coup, à la 13e sonnerie, il est cette heure-là, et là, l'or a surgi de l'éther, du milieu de mon corps engourdi, et j'ai dit oui, ok, c'est parti. J'arrête de chercher, plus besoin, plus rien à prouver, plus rien à trouver, tout est là. Le temps s'est arrêté, et quand j'ai accepté cette découverte, j'ai cessé de courir après le vent des sentiments. Une page blanche contient tout, même si elle semble vide, tout comme l'atome aux yeux de l'humanoïde. Dire qu'on a cherché ça là-haut dans l'espace intersidérant, tout bonnement hilarant. J'ai cherché beaucoup, j'ai lu beaucoup, et du temps a passé ainsi dans la souffrance. J'ai voulu accompagner le monde aussi dans son agonie. J'ai cru que je ne sortirais pas de cette tristesse immense, de voir ainsi toute une civilisation sombrer doucement vers son anéantissement. J'ai cru que mon impuissance à empêcher l'inéluctable aurait raison de moi et de mes bonnes intentions de merde. Je ne m'inquiète plus à présent, et ce n'est pas par indifférence ou par inconscience, comme une autruche qui ne veut pas regarder son destin funeste lui tomber dessus, comme un rapace affamé. J'ai les yeux grands ouverts et je regarde droit devant sans peur et sans reproche. J'emmerde les valeurs et la moralité de ces bisounours qui attendent le salut quelque part à l'extérieur d'eux-mêmes. Comme je sais maintenant que tout cela a un sens, une fonction et un but, je ne regarde plus l'effondrement comme la dernière plaie d'Égypte, mais comme une chance. La meilleure de toutes, enfin. Elle est là, cette heure, vous la sentez aussi, on les entend résonner partout, les trompettes. Je regarde alors tout ce qui se présente comme une occasion de faire ailleurs, autrement, au fur et à mesure, sans urgence et sans culpabilité. Car tout ça n'est qu'un jeu, sans la montre, sans enjeu, sans punition, sans carotte, sans chemise et sans pantalon. À poil et honnête face au miroir des alouettes. C'est juste maintenant tout le temps pour, en même temps qu'il s'effondre, reconstruire le monde à la mesure de ce que l'homme saura extraire de son être et du supratome en lui-même à l'intérieur. Le supratome, l'espace qui ne se voit pas mais s'écoute, l'espace qui engendre et contient tout, l'espace qui évolue depuis l'imaginal jusqu'à notre créativité, pour nous modeler juste assez, pour nous faire chier juste assez, pour nous faire évoluer juste assez, pour qu'on devienne un jour à notre tour le créateur de notre vie et sortir enfin de la survie
pour s'amuser pour de vrai, car c'est juste ça le but. Le supratome et l'homme sont un seul le supratome le sait, en théorie numérique, à exécuter. Le supratome est tel une graine endormie, au milieu des cellules, des molécules et des atomes, juste au centre de tout ce qui est. Il est le même dans tous les centres, un seul, intriqué et multiple associé. La calypso nous a, endormis dans le mensonge de la culpabilité, dans le grand cirque de la dualité du bien et du mal, du chaud et du froid, du haut et du bas, pour nous préparer le corps au grand je, J-E, une belle mascarade d'ignorance, de soumission et de domination, et on connaît la suite. Stop. Blackout et rétrofeedback, le dormeur se réveille. Apocalypso, maintenant c'est la fin du dodo. Alors, on va passer au chapitre 2. Je croyais que je l'avais ouvert, merde. Où est-ce que je l'ai foutu? Alors, le chapitre 2. Psychologie supramentale, construction d'une science de l'esprit. Prendre en charge individuellement l'évolution de la pensée est le défi majeur de l'être humain. La société étant le reflet de ce que l'individu vit intérieurement, la compréhension des mécanismes basiques de la psyché ainsi que leur possible évolution et maîtrise représente un enjeu collectif. Dans son livre Nous étions les hommes, Gilles Le Gardinier nous scénarise que si nous voulons survivre, il va falloir comprendre tant que nous avons encore un esprit pour le faire. Pour Gurdjieff, comprendre, c'est guérir, et pour Edgar Morin, nous créons la pensée qui nous crée. Si Marc Aurèle a raison et que les pensées déterminent réellement la vie, il semblerait alors que l'avenir de l'humanité dépende pour beaucoup de l'évolution, de la façon de fonctionner de notre cerveau, et peut-être de notre implication à en prendre la mesure et la responsabilité. Le scénario catastrophe de Gilles Le Gardinier est intéressant du fait qu'il fait largement ressortir l'équilibre d'une société est fondée sur la mémorisation de ses valeurs civilisationnelles. Une épidémie d'Alzheimer, par exemple, ramènerait donc l'humanité à l'état animal, éradiquant toute forme de culture et d'organisation, ainsi que toutes les structures égoïques d'image de soi et d'inhibition de la violence mimétique primale. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là dans la réalité d'aujourd'hui, mais cela nous invite à prendre conscience du rôle et de l'importance du phénomène physique et psychique de la mémoire cérébrale, dont la substance primordiale est fondamentalement matérielle, électrique et magnétique. Sachant d'une part que la mémoire est enregistrée dans les cellules, est indispensable au maintien de toute cohésion sociale et que pourtant d'autre part, elle nous alourdit aussi tel un fardeau quotidien, il serait salutaire de ne pas jeter le bébé esprit avec l'eau du bain de la mémoire, tout en prenant grand soin également de notre façon de traiter les eaux usées de nos pensées. Pour ce faire, il sera sans doute nécessaire de dresser de réguliers inventaires, contradictoires si nécessaire, de nos mécanismes conditionnés, donc de nos mémoires, pour prendre de plus en plus pleinement conscience de nos manières de faire fonctionner nos pensées qui nous assujettissent et de nos habitudes toxiques pour nous-mêmes comme pour nos semblables. Nos constats seront d'abord inévitablement teintés de fausseté involutive, avançant par essai-erreur, mais si nous sommes ouverts à de nouvelles possibilités, nous pourrons éventuellement développer de plus en plus d'objectivité afin de pouvoir transmettre à d'autres une exploration honnête qui progressera vers la raison de la rationalité avec un esprit d'observation scientifique, sans qu'il ne soit pourtant nécessaire d'être un scientifique reconnu et surtout pas revendicateur. Sans pour autant ajouter une nouvelle doctrine mémorielle à toutes celles qui nous ont jusque-là domestiquées et qui érigerait d'ailleurs encore quelques individus au rang de gourous officiellement enseignés dans les universités, il serait important de fournir à chaque individu qui souhaite participer à la recherche commune les éléments et les outils pour comprendre et manufacturer de manière autonome sa propre psyché, contribuant ainsi à l'expansion d'une intelligence collective. L'individu étant au service du collectif, pour que le collectif devienne à son tour le berceau de la pleine expression individuelle, chacun pourrait ainsi se dégager de toute influence extérieure par le moyen d'une influence extérieure qui pourtant le formerait à cette autonomisation, lui fournissant volontiers les éléments et outils collectés par ces mêmes chercheurs collaborateurs individuels et collectifs, lesquels auraient pris soin de ne vouloir rien imposer ni à penser ni à croire, ni à réaliser, ni à stigmatiser, comme ce fut le cas dans les laboratoires obsolètes des sciences involutives, qui nous avaient jusqu'alors entravés dans notre volonté à réaliser notre potentiel individuel et collectif.